CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La santé demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'hormones au féminin avec le docteur Marc Nett. Bonjour docteur. Bonjour Gilles. Vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique, en chirurgie gynécologique. Vous avez un AEA en biologie de la reproduction. Vous êtes formé à la thérapeutique anti-âge au centre universitaire de Charleroi. Vous vous êtes progressivement tourné vers la médecine fonctionnelle, intégrant les traitements hormonaux et la nutrition. Et vous travaillez depuis de nombreuses années au sein de la fameuse clinique Hartog en Belgique. On entend encore beaucoup d'idées reçues et parfois même de peur autour de l'hormonothérapie. Pourquoi ce sujet est-il encore un petit peu chaotique dans la mentalité des gens et de beaucoup de femmes ? L'hormonothérapie est critiquée souvent essentiellement parce qu'on a une mauvaise réputation vis-à-vis des hormones, parce qu'elles ont été utilisées beaucoup dans le dopage, et c'est souvent l'image négative qu'on en a. Mais en l'occurrence, chez les femmes en particulier, on a ce problème qui est très actuel maintenant de la ménopause et des traitements hormonaux qui font peur vis-à-vis de la ménopause, en fait essentiellement à cause du cancer du sein. Ouais, donc ça ferait, si je peux me permettre, l'hormone est perçue comme quelque chose qui emmènerait l'individu à être sur quelque chose, sur homme, sur femme, enfin pas naturel du coup, c'est ça ? Voilà, on a cette idée que c'est pas forcément naturel et que c'est un traitement trop important et moi qui suis qui a beaucoup d'expérience maintenant en gynéco, j'ai connu la période avant le cancer du sein, où en fait en gynécologie, on forçait pratiquement les femmes à prendre un traitement hormonal à la ménopause. On leur disait, mais si madame, il faut absolument que vous preniez un traitement à cause de l'ostéoporose, à cause des maladies cardiovasculaires, et on leur collait d'office un traitement qui souvent était assez mal supporté parce qu'il était pareil pour tout le monde et souvent un petit peu surdosé, et la plupart arrêtés. Mais avant les problèmes de cancer du sein, en France, il y avait 30% des femmes qui étaient traitées pour leur ménopause. Et dans les années 2000, les grosses études américaines sont arrivées pour montrer et essayer et pour dire qu'il y avait un risque supérieur et plus important de cancer du sein. Et du coup, ça a été le pavé dans la mare et les traitements sont arrêtés en quelques années et sont de 30%, on est tombé à moins de 5%. D'accord. Donc beaucoup de patientes en fait ont peur aussi des effets secondaires des traitements hormonaux. Comment se déroule concrètement le suivi médical pour garantir leur sécurité dans le temps ? Alors le suivi médical, je disais tout à l'heure, souvent on imposait un traitement auparavant à dose unique et qui n'était pas adapté à chaque personne. Maintenant le progrès, c'est que d'abord on a des hormones qui sont bioidentiques, qui sont donc c'est la même molécule que ce qui est fabriqué par le corps, donc c'est pas un médicament, c'est pas une molécule synthétique, c'est une molécule naturelle. Et qui ne pose pas de problème puisque nous, notre corps, que la molécule vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est toujours la même molécule et c'est reconnu comme quelque chose qui fait partie de nous. Oui, c'est intéressant parce qu'on parle souvent d'hormonothérapie aussi végétale, donc de phytoœstrogènes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vraiment adapté au corps humain, ça, finalement ? Alors, je crois savoir que vous vous intéressez un peu à l'endobiogénie, qui n'est pas très en faveur de l'hormonothérapie en général. Mais par exemple en phytothérapie, quand on n'a pas voulu prescrire des hormones bioidentiques, on a prescrit beaucoup des plantes, donc du soja, du houblon, du gâtillier, du yam, et qui sont des phytoœstrogènes. Et donc par définition, c'est des œstrogènes de plantes. Mais nous, on est des humains, on n'est pas des plantes. Donc en fait, de prendre des hormones d'une espèce qui n'est pas la nôtre, c'est pas forcément naturel. Par contre, de prendre la même molécule que ce que nous fabriquons nous, c'est en fait beaucoup plus naturel. Donc de l'hormonothérapie est finalement beaucoup plus naturelle que les plantes, ou en tout cas que les médicaments. Oui, donc on parle là de biodisponibilité. Et de bioidentique et de biodisponibilité, et surtout ceux qui pratiquent la phytothérapie, enfin j'en ai connu puisque je me suis aussi formé à l'endobiogénie,
en France. On n'est pas que formé en bio. Mais aussi en Belgique. On sort des cliniques Cartog. Les hormones bioidentiques, ça marche très bien. Ouais. Ça marche en quelques heures, on a un effet. Alors qu'avec les plantes, c'est parfois plus difficile. Mais moi, je l'expliquerai, je suis tout à fait pour la phytothérapie. Et les plantes sont très intéressantes. Mais souvent, ce sont des plantes qui sont régulatrices, qui sont adaptogènes. Alors que quand l'ovaire, malheureusement, il s'est arrêté, il ne produit plus d'œstrogène, il produit plus de progestérone, il produit plus de testostérone. Et donc, adapté ou régulé zéro, malheureusement, ça marche pas très bien souvent. Ouais, peut-être que c'est important de souligner que si le tissu lui-même ne peut plus produire, malgré la stimulation, comment on fait ? Comment on fait ? Parce que de soutenir la production naturelle, s'il y en a plus, malheureusement, ça marche pas très bien. Il y en a qui préfèrent rester malades, justement, parce qu'ils ont une mauvaise idée de ce que c'est que la biodisponibilité, voilà. En fait. Donc on parle beaucoup de ménopause, mais il y a quand même beaucoup de symptômes féminins bien avant la ménopause qui traduisent des équilibres hormonaux. Par exemple, les fatigues le matin. C'est-à-dire que, en règle générale, la ménopause est associée aux bouffées de chaleur, qui est finalement le signe clinique, le symptôme qui est ressenti, pas par tout le monde. Il y en a qui ont absolument pas de bouffées de chaleur, mais c'est le symptôme le plus fréquent. Et il est pour nous médecins, il est très pratique parce que on donne un petit peu d'hormones et pof, ça disparaît pratiquement instantanément. Mais ça n'est que un symptôme extérieur. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui sont liés, puisque les hormones, elles fonctionnent au niveau du corps, elles fonctionnent aussi au niveau psychique. Il y a une action psychique des hormones, et donc il y a lié aux hormones, il y a peut-être la dépression, il y a le sommeil, il y a la qualité de la peau, des muqueuses, la qualité de l'os, puisqu'il y a l'ostéoporose après la ménopause. Donc il y a énormément d'effets, soit qui sont ressentis, soit qui sont pas ressentis, mais très souvent qui sont pas identifiés comme tels. Quand on a des problèmes de sommeil, on se dit, le premier réflexe, c'est pas de se dire c'est à cause des hormones. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup de ménopause, mais en fait, l'hormonothérapie ou le déséquilibre hormonal, il peut subvenir arriver très 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 tôt dans la vie d'une femme. Alors oui, disons que classiquement en gynéco, on dit aujourd'hui la ménopause, c'est quand il n'y a pas eu de règles depuis 1 an. Mais évidemment, c'est déjà un stade installé, et très souvent il y a des signes qui démarrent beaucoup plus tôt, après 35 ans. Il y a des ménopauses précoces et il y a des signes cliniques qui s'installent très souvent par un manque de balance entre les œstrogènes et la progestérone, et qu'il faut essayer de rétablir, parce que une femme va avoir la ménopause à 50 ans, mais elle a toujours des cycles jusqu'à 50 ans, mais par contre elle a plus d'ovulation, et donc ça introduit des déséquilibres hormonaux qu'on peut relativement facilement corriger et éviter beaucoup de signes cliniques. Merci docteur Net, on vous retrouve tout de suite, mais pour l'heure, je vous propose de retrouver le docteur Jean-Christophe Charrier pour sa chronique. Bonjour docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Gilles Goncalves. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors un peu de cuisine aujourd'hui. Allons-y. Cuisinons. La carotte et le fenouil. Elle a bien un nom latin, cette carotte, ça fait classe quand même. Ouais, c'est Docus carota. Docus carota. Ouais, c'est incroyable. La cuisine des Docus carota. C'est une plante qui est un régulateur intestinal important, qui lutte contre les diarrhées. Oui, souvent utilisé entre guillemets dans la recette de grand-mère. Tout à fait. Pour couper les diarrhées. Et puis c'est un cicatrisant de l'estomac. C'est un cicatrisant gastrique. D'accord. Donc il régule aussi les acidités qu'on peut avoir dans l'estomac. Il protège nos artères. Bien. Enfin, elle protège la carotte. Carotte. Les artères, et elle est ce qu'on appelle coronarodilatatrice. Donc ça permet de dilater les petites artères du cœur pour qu'ils s'oxygènent bien. Et c'est aussi une plante qui nous permet de lutter contre l'anémie. Mais c'est pas tout. Allons-y. Voilà, parce que vous imaginez pas qu'une petite soupe carotte, ça vous ferait du bien. Mais c'est une plante qui va nous aider à expectorer. D'accord. Donc à cracher tout ce qui peut s'accumuler dans nos poumons quand on tombe malade. Et puis elle nous aide à lutter contre les infections urinaires et puis la plupart des infections bactériennes. Très bien. Voilà, et tout ça sans parler de toutes ces vitamines qui sont très présentes dans ce légume-là. Vous avez une autre plante, j'imagine, dans votre besace de phytothérapeute clinique. Alors le fenouil, pour l'associer à la carotte, ça fait une bonne soupe sympa, ça. Ouais, sympathique. Phoeniculum vulgare. Magnifique.
qui est une plante qui va bien compléter la carotte parce qu'elle va être antispasmodique des muscles de l'intestin. D'accord. Donc elle va éviter tous les spasmes qui fait qu'on a mal au ventre. Et elle est aussi efficace au moment des règles parce qu'elle est antispasmodique de l'utérus et elle est aussi antispasmodique de la vessie. Donc toutes les personnes qui ont un peu de stress avant de prendre la parole, qui vont faire pipi 10 fois avant de passer à votre micro par exemple, vous pouvez leur faire un petit verre de fenouil à l'entrée plutôt qu'un café qui va augmenter leur spasme. Il y a tout ici, il y a du thé, du café, tout ce que vous voulez. Petit jus de fenouil à venir. On va y penser. Voilà, bon, c'est une plante qui peut aider les femmes allaitantes parce qu'elle stimule la production du lait et qui aide à faire venir les règles. C'est magnifique, merci. Donc, carotte, fenouil, le combo essentiel pour tout ce que vous avez décrit. N'hésitez pas à revoir cette chronique, la réécouter. Merci, docteur Jean-Christophe Charrier, pour ces précisions. On peut vous retrouver facilement sur le site institut-endobiogénie.fr et évidemment pour la chronique de dimanche prochain. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Marc Nett, il semblerait que les États-Unis changent de politique au niveau des hormones. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications ? Ben oui, très récemment, il y a une publication reconnue par la FDA aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'Agence du médicament en Europe, qui a pas interdit, mais mis des précautions importantes sur les traitements hormonaux pour la ménopause pendant maintenant pratiquement 25 ans, et aujourd'hui avec un nouveau collège d'experts, une réétude des études et des dossiers. Maintenant, toutes ces précautions sont éliminées, et en fait, on reconnaît que le traitement hormonal à la ménopause est plutôt favorable au niveau de la mortalité, au niveau de nombre de maladies, que ce soit les maladies métaboliques. On a toujours connu l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires, mais même au niveau des maladies métaboliques, même au niveau des maladies neurodégénératives, de l'Alzheimer, où il y aurait une influence qui peut aller jusqu'à 20 ou 30%, ce qui est quand même important. Donc il y a beaucoup d'aspects qui reviennent, et comme souvent en médecine, on interdit des choses pendant un certain nombre d'années pour découvrir que finalement c'était finalement positif. Et en Europe, qu'en est-il ? Et en Europe, on a prochainement des réunions au Parlement européen pour, je vous lis le titre, le prix du silence, pourquoi l'Europe ne peut plus se permettre de sous-traiter la ménopause. Alors, c'est pas pour forcément le bien-être des gens, mais c'est pour des raisons socio-économiques, parce qu'on s'aperçoit que même pour l'égalité des sexes dans le travail, la ménopause, ça impacte les femmes, ça leur impacte dans leur travail, et donc pour des raisons socio-économiques et financières, c'est plus ça qui visiblement motive l'Europe. Mais les États-Unis ont ouvert la voie. On a suivi les États-Unis dans un mauvais sens pendant plus de 25 ans. Maintenant, il faudrait les suivre plutôt dans le bon sens et pouvoir traiter la ménopause sans ce qu'on fait, nous, depuis des années en médecine fonctionnelle, mais qui était souvent un peu critiqué. Donc, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance unanime de l'intérêt de ces traitements. Merci. On parle souvent d'œstrogène, progestérone dans le cadre du féminin et de la ménopause en particulier. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres hormones aussi qui viendraient impacter la santé au féminin, comme la thyroïde qui est souvent problématique chez beaucoup de femmes ? Tout à fait. Alors, sur le plan ovarien, les ovaires produisent des œstrogènes et de la progestérone, mais ils produisent aussi de la testostérone. Lorsque les ovaires s'arrêtent, théoriquement, le relais est pris par les glandes surrénales qui produisent de la DHEA, qui est en fait globalement une pré-testostérone. Mais on peut facilement faire des dosages sanguins et voir les niveaux de DHEA, s'ils sont corrects ou non. Très souvent, ils ne le sont pas. Et surtout la thyroïde, parce que finalement, quand on enlève les hormones sexuelles, il y a finalement 4 piliers hormonaux principaux. Si on enlève les hormones sexuelles, c'est comme si on enlève un pied de la table. Et très souvent, le métabolisme, il s'adapte à tous les changements, il s'adapte à toutes les circonstances. Mais pour s'adapter, c'est très souvent la thyroïde qui permet l'adaptation métabolique in fine. Oui. Et donc, avec les changements hormonaux des hormones sexuelles, très souvent, la thyroïde se met un peu au ralenti. Donc, en hypothyroïdie subclinique, fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, c'est plus une réaction d'adaptation de l'organisme, mais qui impacte la qualité de vie.
Oui, parce que peut-être pour emmener quelques éclaircissements, la thyroïde, elle a aussi un rôle catabolique. Donc du coup, si l'organisme, lui, n'a plus d'hormones sexuelles, donc ne peut plus anaboliser, trop derrière cataboliser viendrait au déséquilibre. Donc si le système urogénital est un peu en panne, la thyroïde va se mettre un petit peu en berne de manière à conserver l'équilibre, c'est ça ? Tout à fait. C'est une réaction d'adaptation dans le cadre des équilibres des axes hormonaux entre eux. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les œstrogènes sont à la base de la synthèse protéique, sont à la base même des androgènes, puisque c'est les précurseurs des androgènes. Et donc, si on touche à un axe, on impacte automatiquement les autres axes hormonaux. Il y a d'autres axes qui sont importants chez la femme à cultiver ? Tous les axes hormonaux sont importants. Alors, le plus évident, c'est au niveau ovarien, c'est œstrogène, progestérone, et puis DHEA, testostérone. On commence à parler de plus en plus de la DHEA et de la testostérone chez la femme, parce que la testostérone, c'est aussi une hormone qui favorise les tissus, qui favorise les organes, qui évite un certain nombre de maladies métaboliques. Donc, c'est l'hormone de la vie, c'est positif. Et chez la femme, c'est quand même l'hormone de la libido, plus que les hormones féminines. Donc c'est important. Et à côté de ça, il y a la thyroïde qui très souvent, je pense que extrêmement fréquemment, après la ménopause, on a une baisse des hormones thyroïdiennes. Et c'est effectivement, il y a les hormones qui sont cataboliques, qui sont plutôt le cortisol et la thyroïde, et les hormones anaboliques, qui sont les hormones sexuelles et éventuellement l'hormone de croissance. C'est ça. Donc il y a aussi une implication forte des problèmes nerveux, émotionnels chez les femmes qui induiraient aussi des gros problèmes métaboliques. Alors oui, souvent, même en préménopause, il y a des changements. On a dit qu'il y avait un effet souvent psychique autant que physique. Et beaucoup de femmes ont des changements personnels qui sont pas toujours ressentis personnellement, mais des femmes qu'on équilibre en préménopause. C'est assez amusant. Souvent, quand on les revoit, elles nous disent, écoutez, c'est pas moi qui vous remercie, mais c'est mon mari et mes enfants. Parce qu'elles ont des changements psychologiques liés aux changements hormonaux et sont des choses qu'on peut équilibrer relativement facilement. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de regarder cet équilibre hormonal beaucoup plus précocement dans la vie d'une femme, aux alentours des 20 ans, pour déjà avoir une espèce de photo sur laquelle on peut se reposer plus tard pour comparer ? En gynécologie, on a l'avantage normalement de suivre les femmes en fait sur le long terme et assez précocement, donc on peut dépister les choses plus facilement puisqu'on les voit régulièrement et on fait des bilans beaucoup plus régulièrement que dans la population générale. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que très souvent les prises de sang restent dans les normes parce que c'est des normes de pathologie, et c'est pas des normes de médecine fonctionnelle, mais aussi surtout parce que les gens souvent ne disent pas les symptômes, ils ignorent, ils veulent pas les voir. Ils les cachent un peu et il faut les pousser à faire. C'est pour ça que les consultations sont souvent un peu longues, à exprimer et à dire toutes les choses qui ne vont pas, parce qu'un petit symptôme qui a l'air banal peut mettre sur la voie, la piste d'un déficit quelconque, et l'élément clinique ou le ressenti est parfois plus important que le bilan de la prise de sang. C'est ça, et si on revient sur la prise de sang, vous avez évoqué que vous aviez des normes assez différentes, parce que beaucoup de personnes pensent être en bonne santé au regard de l'analyse biologique. On vous dit, non, vous êtes dans les normes, tout va bien, et en fait, pas du tout. Parce que les normes du laboratoire, elles ont été établies statistiquement pour des normes de maladie. Donc si on est hors des normes, on est malade. Si on est dans les normes, on n'est pas malade. Ça, c'est notre médecine maladie qui est faite pour les malades, mais pas pour la prévention. On parle toujours de prévention avec une idée en France assez négative de la médecine préventive, qui est un peu administrative. Mais en France, on a une très bonne médecine maladie et on a du dépistage. Quand on dépiste la maladie qui est déjà là, mais c'est du dépistage. Mais la prévention, en fait, n'existe pas. Et donc la prévention, c'est justement d'essayer de donner à l'organisme toutes les facilités pour garder son équilibre et partant du principe qu'un déséquilibre chronique et permanent va aboutir à la maladie. Donc de rétablir un équilibre préventif, ça évite d'arriver à la maladie. La place de la nutrition chez les femmes ? Au regard hormonal, évidemment. Mais la nutrition est fondamentale. L'activité physique, la nutrition, c'est la base au départ. S'il n'y a pas ça, quel type de nutrition, d'un côté il faut la nutrition. Si on parle par exemple de l'ostéoporose,
il faut du calcium. Mais si on n'a pas les œstrogènes pour fixer le calcium, ça sert à rien de prendre du calcium. Donc c'est une complémentarité entre la nutrition. Il faut de la vitamine D, il faut de la vitamine K2, il faut différents minéraux, nutriments qui doivent être apportés par l'alimentation. On parle des protéines. Oui, il faut des protéines parce que si on n'a pas de protéines, on peut pas construire des tissus, on peut pas construire des organes, on peut pas construire de l'os. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité entre la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie éventuellement, et puis l'hormonothérapie en dernier lieu. Et donc la place du sport pour finir ? Et la place du sport, c'est que la fonction crée l'organe, et donc il faut faire bouger ses muscles, bouger ses articulations, sans faire du sport excessivement, mais personnellement, je découvre le tai chi, c'est très bien. Vous êtes adepte du tai chi. Donc un mot de la fin, Dr Net. Eh bien, il faut arrêter aujourd'hui d'avoir peur du traitement hormonal, en l'occurrence de la ménopause, de faire des bilans relativement tôt quand on a des symptômes dérangeants dont on peut penser qu'ils sont pas liés à ça, mais ils le sont peut-être. Donc de faire un bilan préalable, d'avoir les conseils de médecine fonctionnelle aussi pour la nutrition, la micronutrition et ce qui tourne autour des hormones, et puis de rééquilibrer, de pas avoir peur, au contraire, puisque c'est la prévention de nombreuses maladies, et qu'aujourd'hui on a même des études qui montrent que chez les femmes traitées hormonalement, au bout du compte, la mortalité est plus faible que chez les femmes non traitées. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Net, pour ces explications de qualité et tous ces éclaircissements qui, j'espère, vous seront profitables, chers auditeurs et auditrices. On peut vous retrouver sur le site de la clinique Hertog. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en forme. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.